Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera une vidéo en français et j'ai un invité spécial qui est Bruno, qui travaille pour Pôle emploi au département mobilité internationale. Donc Bruno accompagne les Français qui souhaitent s'expatrier et trouver du travail à l'étranger. Et donc Bruno est spécialisé sur l'Asie, donc la région APAC, Singapour, Hong Kong, la Malaisie et le Vietnam. Donc ensemble, on va discuter des opportunités, de la situation actuelle étant donné les circonstances du Covid, ainsi que des tendances et des différentes anticipations qui se dessinent pour les années à venir. Je vous préviens, cette vidéo est extrêmement longue, donc j'ai mis dans la description un sommaire qui va vous permettre de passer d'une étape à une autre étape. Donc suivant le sujet qui vous intéresse en particulier, vous allez pouvoir directement passer à cette étape-là sur la vidéo. C'est parti pour l'interview. Merci Bruno d'avoir accepté mon invitation pour partager de l'expatriation en Asie. Je sais que tu es, on peut le dire entre guillemets, expert à ta petite échelle de l'Asie du Sud-Est, donc de Singapour, la Malaisie, le Vietnam, Hong Kong et Singapour. Et donc tu aides les Français qui souhaitent s'expatrier à l'étranger. Donc tu travailles pour Pôle emploi et ces personnes-là qui sont, on va dire, un petit peu plus matures et qui ont envie de tenter une aventure à l'étranger, tu les accompagnes comme tu peux. Donc merci à nouveau d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton parcours dans cette aide à l'expatriation depuis la France? Merci Guillaume, en tout cas pour toi aussi pour cette invitation. Alors, tu disais que je suis un expert à ma manière sur la zone asiatique. Alors, je vais vraiment relativiser. Hein. C'est vrai que je suis un observateur très avisé de la situation en Asie et j'accompagne, comme tu disais, au nom de Pôle emploi et son service mobilité internationale, des candidats qui ont un projet d'expatriation qui est parfois un projet très défini, très précis, parce qu'ils connaissent déjà très bien la zone. D'autres, ce sont des personnes qui souhaitent avoir des informations et se renseignent en disant, tiens, ça a l'air d'être une zone qui bouge pas mal, il y a des opportunités. Pourquoi pas se renseigner sur les opportunités justement qu'il peut y avoir et comment je peux, moi, en tant que jeune ou moins jeune français, me positionner sur ces marchés-là. D'autres qui ont des projets plus d'indépendants. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup nourri aussi de l'expérience de ces personnes qu'on accompagne, qui sont souvent très source aussi de plein de feedback sur la connaissance qu'ils ont de ce marché asiatique. Pour ma part, je connais un petit peu l'Asie, je connais surtout, on va dire, la situation de l'expatriation, vu que j'ai eu l'occasion de vivre 10 ans en dehors de la France. Et donc, effectivement, ça me permet de bien comprendre quelles sont les logiques qui sont en jeu quand on fait ce choix de dire, tiens, je vais quitter mon pays pour un an, pour 2 ans ou pour peut-être plus longtemps, et de les aider sur la partie méthodologique. C'est vraiment là, je veux dire, l'appui principal, c'est de comprendre qu'un projet à l'étranger, c'est pas juste répondre à une offre d'emploi et puis on y va. Il y a bien sûr la connaissance de la culture du pays, il y a des réglementations, notamment à partir du moment où on sort de la zone Europe, il faut un visa. Et bien sûr, je ne travaille pas seul non plus, je travaille au sein d'une équipe, je travaille au sein d'une direction nationale qui gère les questions de politique européenne et internationale. Et je recherche toujours, et je trouve souvent d'ailleurs, des partenaires localement qui sont bien sûr source d'informations très utiles. Je pense notamment aux chambres de commerce, à Business France, aux chambres, à l'ambassade, les missions économiques des ambassades. Et puis plus globalement, tous les Français qui sont installés comme toi, qui sont installés sur place et qui permettent d'avoir un retour sur la situation, et surtout dans la situation qu'on vit actuellement. C'est quand même important de comprendre ce qui s'y passe et pouvoir donner des informations qui sont les plus proches de la réalité du terrain. Alors, il y a une chose qui est intéressante et je t'avais approché aussi sur ce sujet-là, c'était que toi, tu as la vision vraiment tous les pays d'Asie. C'est-à-dire que tu vas pas, comme moi, être plus spécialisé sur le Vietnam. Tu vas pouvoir prendre cette hauteur-là et être un peu plus au fait des opportunités selon les pays. Est-ce que tu peux, si peut-être commencer par peut-être parler des deux fleurons qu'il y a donc en Asie, Singapour et Hong Kong, parler de ces deux géants qui auparavant attiraient énormément de profils. J'ai moi-même fait mon stage de fin d'études en banque d'investissement à Hong Kong pendant 6 mois et c'est vrai que ça a été une super expérience.
beaucoup de débouchés dans ces pays-là. Et puis peut-être dans un deuxième temps, on pourra parler des outsiders, on peut dire, donc des petits pays comme le Vietnam et la Malaisie que tu connais aussi particulièrement. Est-ce que tu peux commencer donc avec ces deux pays, Hong Kong et Singapour, et nous donner un peu ton avis sur ces pays en termes de terres d'expatriation? Si tu veux bien, je vais commencer par une petite introduction, parce que même si Hong Kong ne fait pas partie de la zone Asie du Sud-Est, effectivement, c'est un pays qui, enfin, en tout cas, une juridiction sur laquelle il faut compter et qui, bien sûr, rassemble beaucoup d'expatriés. Mais je pense qu'il faut déjà faire une petite focale sur ce qu'est l'Asie du Sud-Est, et on parle en général de l'ASEAN, hein, qui est une organisation politique, économique, culturelle, qui rassemble 10 pays de l'Asie du Sud-Est et qui est aujourd'hui un bloc qui est incontournable, hein. Je pense que les autorités françaises ont bien compris justement les enjeux qu'il peut y avoir, le potentiel qu'il peut y avoir. C'est une des régions du monde les mieux insérées dans les chaînes de valeur mondiales, notamment au niveau de tout ce qui est électronique, textile, automobile. Ce sont des pays qui ont des niveaux de développement qui sont assez hétérogènes, hein. Si on doit comparer le Myanmar avec Singapour, bien sûr qu'il y a un gap qui est énorme. La Banque mondiale, elle a tendance à classer par tranche de niveau de vie. Alors, il y a une tranche inférieure où on va retrouver des pays comme le Laos, le Cambodge, la Birmanie, le Vietnam, les Philippines et l'Indonésie. Donc là, c'est les pays à revenus intermédiaires, tranche inférieure. C'est comme ça qu'ils appellent ça au niveau de la Banque mondiale. Après, il y a deux pays au sein de l'ASEAN qui sont au niveau des pays à revenus intermédiaires, mais de tranche supérieure. On y retrouve la Thaïlande et la Malaisie. Et après, il y a deux pays à revenus élevés, où là, on a Brunei, qui est vraiment un tout petit pays. Et moi, je n'ai jamais envoyé quelqu'un partir travailler au Brunei. C'est un pays très particulier, à Sultana, et Singapour. Donc voilà, ça fait écho à des noms des pays que tu as évoqués, hein. Singapour, on a parlé bien sûr du Vietnam, de la Malaisie, qui ne sont pas donc forcément dans les mêmes catégories, même si ces catégories sont aussi amenées à bouger, hein. On sait bien, c'est des pays aujourd'hui pour lesquels il y a énormément c'est des pays où tout va très vite. Et la crise économique, c'est aussi, enfin, la crise sanitaire et économique, c'est aussi un accélérateur de beaucoup de choses, et on va le voir. Il y a eu des accords économiques qui ont été signés récemment, hein. Tu sais, sur le Vietnam, un accord avec l'Europe qui est, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui est vraiment, qui va vraiment apporter beaucoup de choses, je pense, pour l'Europe, mais bien sûr aussi pour le Vietnam, et donc pour les entreprises qui vont se positionner sur le marché-là, et donc, par ricochet, les candidats qui souhaitent travailler pour ces entreprises. Mais il y a aussi un accord là, très récemment qui a été signé en novembre 2020, qui est le RCEP, qui inclut les pays de l'ASEAN, la Chine, la Corée, le Japon et les pays de l'Océanie, que sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc c'est vrai que c'est un monstre aujourd'hui, cette ASEAN, cette zone Asie-Pacifique, qui représente plus de 680 millions d'habitants. Donc c'est un potentiel énorme en termes de clients, en termes de fournisseurs, en termes d'acheteurs, bien sûr. Et aussi, ce qu'on peut dire par rapport à cette zone Asie, c'est que cette zone ASEAN, c'est que du fait de la guerre économique qu'il y avait, on peut considérer qu'elle continue encore entre les États-Unis et la Chine, il y a des entreprises qui ont déplacé toute ou partie de leur chaîne de production sur la zone ASEAN, et plus particulièrement justement sur la Malaisie et le Vietnam, qui semblent être les deux grands gagnants en tout cas de cette stratégie. On pourrait aussi inclure Singapour. En tout cas, pour conclure sur l'ASEAN, on peut dire qu'il y a quelques années de ça, les grands décideurs économiques du Forum économique mondial, la Banque mondiale, elles n'avaient Dieu que pour la Chine. Après, on a commencé à s'intéresser à l'Inde en disant ah, ça c'est le nouveau géant. Aujourd'hui, en tout cas en 2019-2020, on verra bien ce que donne la crise. C'est effectivement l'ASEAN qui est sous le feu de la rampe. Alors pour autant, il y a plein de doutes et d'incertitudes, hein. C'est pas effectivement, on n'est pas au pays des bisounours. Il y a des évolutions qui ne sont pas toutes favorables. Mais en tout cas, au plein cœur de la crise Covid l'an dernier, il y avait des revues économiques qui évoquaient déjà quels seront les pays où il faut investir après la crise Covid. Alors, moi, je me méfie toujours, hein, de ces analyses personne ne pouvait dire en février 2020 quelle serait l'ampleur de la crise et quelles seront encore les conséquences économiques dans les mois à venir. Mais en tout cas, voilà, il y a 10 pays dans lesquels il faut investir. Et dans ces 10 pays, il y en a 6 qui se situent sur la zone Asie-Pacifique, notamment Singapour et la Malaisie.
Autre élément aussi important, c'est que ce sont des pays qui sont en général des pays plutôt libéraux économiquement parlant, même si on a des pays qui sont comme le Vietnam, qui sont des pays plutôt d'obédience communiste, mais voilà, qui sont, quoi qu'il en soit, des pays libéraux. Et là, on a vu, du fait de la crise sanitaire et donc la crise économique, des investissements massifs de la part des États. Avec, on l'a vu en Thaïlande, hein, on l'a vu aussi en Malaisie, où pour soutenir la population locale, pour soutenir le tourisme notamment, pour favoriser le tourisme dans ces pays-là, sachant qu'il n'y avait plus de tourisme venant de Chine ou venant d'Occident, eh bien, on incitait les classes moyennes, hein, qui sont encore en devenir, on va dire, de voyager, de profiter de ça, de ces beaux pays. Hein. Alors moi, je ne suis pas une agence de voyage, je ne suis pas non plus, je le dis toujours quand j'anime mes webinaires, hein, je ne suis pas là pour vous vendre un pays, aussi beau soit-il. Je ne suis pas non plus un agent d'immigration parce que voilà, ce n'est pas mon boulot et puis les règles changent tout le temps, ça on en reparlera. Mais en tout cas, c'est vrai que ça va sûrement changer aussi beaucoup de choses et on le voit en Thaïlande, hein, les manifestations qui actuellement qui demandent au gouvernement, qui exigent de tenir compte de la situation économique. Peut-être que ça va aussi impacter, hein, l'économie et que ces populations vont être plus en demande et donc voilà, ça va avoir plein d'impact sur nos entreprises qui investissent là-bas et donc sur aussi les candidats qui vont partir travailler. Il y a des secteurs qui ont été extrêmement touchés, le tourisme, bien évidemment, hein, parfois dans certains pays comme la Thaïlande, hein, c'est 20% du PIB. Il y a l'hôtellerie-restauration, bien sûr, le secteur aérien, le secteur de l'aviation, puis aussi le secteur du luxe, hein, qui est touché. Donc, c'est pour ça que des fois, je prends beaucoup de pincettes. En tout cas, j'essaye de ne pas tirer des conclusions un peu hâtives sur un environnement qui est très instable, dont on ne sait pas encore demain de quoi il en sera. Et il y a encore un autre élément qui est important, c'est par rapport à la crise sanitaire. Il y a une opposition, on va dire, entre la très bonne gestion de la crise sanitaire, on va dire, de la majeure partie des pays de la zone Asie du Sud-Est, avec des hauts et des bas. Hein, c'est vrai que les Philippines ont peut-être un peu moins bien géré que le Vietnam, par exemple. Mais ce qui peut paraître assez surprenant, c'est qu'ils ont, par contre, pas forcément très bien géré la campagne vaccinaire. Et les pays ont pris beaucoup de retard sur ça, peut-être justement parce qu'ils ont été très peu impactés. Et donc, la France, ou puis encore l'Angleterre, hein, qui a très mal géré sa crise, eh ben, ils gèrent super bien la campagne vaccinale. Là, qu'est-ce qui va se passer quand on voit que les projections indiquent que pour notamment Vietnam, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, tous ces pays-là, ils auront un taux de vaccination qui atteindra 60%, donc qui s'approche de ce qu'on recherche quand on recherche l'immunité dans un pays, en 2023, enfin, fin 2022-2023. Donc, voilà, qu'est-ce qui va se passer en termes de frontières? Alors, s'il n'y a pas de passeport vaccinal, et on a vu qu'il y a des personnes, par exemple, j'ai vu récemment un cas d'une personne qui avait été vaccinée, qui est rentrée au Cambodge et à qui on a obligé de faire une période de quatorzaine, parce que les pays n'ont pas forcément une homogénéité sur l'utilisation des vaccins. Certains utilisent des vaccins chinois, d'autres les vaccins russes, d'autres les vaccins américains ou anglais. Donc, tout ça, c'est des éléments, je pense, dont il faut tenir compte. Alors après, tu me parles effectivement de ces deux pays, ces deux fleurons, hein, que sont Hong Kong et Singapour. Alors, c'est vrai que pourquoi elles attirent, pourquoi elles ont attiré et qu'elles continuent à attirer ces deux juridictions, il y a déjà des raisons conjoncturelles. Justement, un bon contrôle de la pandémie. Ça, c'est évident, notamment pour Hong Kong, mais pour Singapour également. Et puis, on sent déjà frémir une croissance, on verra pour Hong Kong notamment, il y a des prévisions pour cette année de 8% de croissance. Donc, c'est assez surprenant. Donc, visiblement, la reprise est déjà là. Eux, ils n'ont pas eu les grandes périodes de confinement que nous, on a connues en Europe. Donc, ils sont déjà, la machine économique est déjà repartie. Et puis, il y a des raisons beaucoup plus structurelles. C'est que Hong Kong, à son niveau, et Singapour aussi à son niveau, ce sont des viviers, en fait, pour des milliards de consommateurs potentiels dans la zone où ils sont installés. Ils ont un positionnement géographique, hein, ce sont des îles-États qui sont couverts sur des mers et qui leur permettent de se connecter à toute la zone de l'ASEAN, à toute la zone aussi de l'Asie du Nord-Est. Donc ça, c'est vraiment une position stratégique qui est incontournable et qui fait l'attrait de ces deux cités-États. L'environnement des affaires aussi, qui est toujours très facilité. Hein. Ce sont des pays avec une fiscalité extrêmement allégée, des infrastructures
très moderne, hein, qui facilite. Il y a des enquêtes tous les ans de la Banque mondiale, Doing Business, et ils sont toujours un peu dans le top, hein, dans la facilité de faire du business. Et donc, c'est des destinations qui sont assez propices pour implanter un business. Et du fait, comme je disais, de la fiscalité allégée, il y a pas mal d'aides aussi qui sont proposées, notamment tout l'environnement bancaire, tout l'environnement des startups également, qui est fortement favorisé, peut-être plus sur d'ailleurs Hong Kong que sur Singapour. Alors, il y a des petites différences aussi entre les deux, hein. Hong Kong, c'est vraiment le tremplin pour la Chine continentale et l'Asie du Nord-Est. Donc voilà, si vous êtes une entreprise qui souhaite investir sur cette zone-là, eh bien, il vaut mieux aller à Hong Kong. Ce qui veut dire aussi qu'une personne qui souhaite travailler sur le marché chinois, qui parle notamment le mandarin, bah, il a peut-être plus d'opportunités, c'est peut-être plus intéressant pour lui de s'installer à Hong Kong. Singapour, c'est plus pour le développement de la zone Asie du Sud-Est et puis aussi la connexion avec l'Australie, hein, qui est un grand marché. Il y a des accords d'ailleurs très récents là, entre Singapour et l'Australie pour constituer un peu une bulle dans cette période où tous les flux sont un petit peu compliqués. Bah là, eux, ils essayent de constituer des bulles entre zones. Hong Kong, c'est plus libéral que Singapour, qui est une économie un petit peu plus réglementée. Ça, c'est aussi une différence qu'on peut ressentir, hein, pour les aides aux entreprises, on va le voir, hein, pour la notion des visas, qui est, je pense, un point quand même très important, même si, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais c'est important d'avoir en tête cette question des visas, parce qu'on ne va pas justement se positionner sur un pays ou sur un autre de la même manière si on sait que c'est compliqué, notamment quand on voyage en famille, qui est vraiment, c'est des destinations qui sont extrêmement chères, hein, pour scolariser les enfants, au niveau du logement, et très souvent, effectivement, c'est des destinations où on part en famille. Jusqu'à présent, le dependent visa permettait, aussi bien à Hong Kong qu'à Singapour, hein, au conjoint, à la conjointe, d'occuper un emploi, de créer une entreprise, de devenir consultant, d'occuper n'importe quel type de poste ou de reprendre des études. Et là, très récemment, hein, c'est une décision qui a été prise il y a une dizaine de jours, au niveau de Singapour, il n'y a plus cette possibilité. Donc, quand on est conjoint ou conjointe d'un expatrié, on est obligé maintenant de faire une demande d'employee pass. Et c'est compliqué. Alors, il n'y a pas de quota pour l'employee pass, mais il y a un salaire minimum qui est tout le temps rehaussé, hein, de la part des autorités singapouriennes. Et puis, il faut bien sûr une expertise vraiment avérée dans le domaine professionnel sur lequel vous vous positionnez. Il y a un salaire minimum, hein, qui est, comme je disais, qui est exigé. Alors, c'était 3 500 dollars singapouriens, 4 500, on parle de 6 000 dollars singapouriens. Il y a une obligation aussi de déposer l'offre sur un site gouvernemental pour donner l'opportunité, bien sûr, à des personnes localement de se positionner sur l'offre d'emploi. Et ce délai a tendance à s'allonger, ce qui fait que avant, ça pouvait être 15 jours, aujourd'hui, on parle de 3 semaines, de 6 semaines. Donc, quand un employeur a besoin d'un profil rapidement, eh bien, il y a toutes ces contraintes qui, depuis, on peut dire que, bien sûr, ça s'est accéléré avec la crise sanitaire, mais c'est depuis 10 ans qu'on sent quand même que les contraintes qui sont diverses et variées, hein, il y a un message fort, j'en dire, du gouvernement de Singapour, de dire vous êtes les bienvenus, surtout pour venir investir. Les professionnels de haut vol, venez. Il y a même récemment encore un nouveau type de visa qui a été proposé à Singapour pour les personnes qui peuvent être payées, qui auront un salaire de 15 000 dollars singapouriens. Il y a un visa spécial pour eux. Donc, venez, vous êtes les bienvenus, tous les data scientists, tous les spécialistes. Mais attention, les profils juniors, les profils mid-management, eh bien, vous devez vraiment prouver votre plus-value. Et il y a en même temps un effort pour former la population locale. Donc, ils ont un taux de chômage qui est passé de 2 à 4. Pour des Français, ça paraît peut-être rien du tout, mais pour des pays qui ne sont pas habitués à un taux de chômage, c'est vraiment quelque chose qui secoue. Donc, le gouvernement, il est très sensible à ça, et donc ils investissent énormément. Et donc, il va falloir tirer son épingle du jeu, ça c'est évident. Donc, maître mot, c'est recrutement local, effort pour donner la priorité aux personnes qui sont déjà résidentes sur le territoire,
et durcissement des contraintes de manière générale. Un exemple, les VIE, ils étaient 220 il n'y a pas longtemps sur Singapour. Singapour, c'est 50 millions d'habitants, un peu plus de 50 millions de. Excuse-moi, 5 millions d'habitants, 5 millions d'habitants, 5 ou 6 millions d'habitants à peu près. 220 VIE. Aujourd'hui, un VIE, pour qu'il puisse être recruté, il va donc ou passer par le S-Pass ou par un Employed Pass. Et donc, il faut que l'employeur puisse prouver qu'il va le payer le salaire minimum qui est exigé. Donc, ça va être une contrainte énorme. Il y avait même un système de PVT, de Working Holiday Visa, qui existait à Singapour. Quand j'ai discuté récemment avec mes interlocuteurs de la Chambre de commerce, ils me disaient que ça fait un moment qu'on n'en voit plus, parce que c'est des statuts un peu de stagiaires en quelque sorte. Vu le coût du logement sur place et vu le prix qu'ils étaient payés, eh bien aujourd'hui c'est très peu envisageable de partir sur ce type de visa. Donc là c'est important d'en prendre conscience. Donc un peu plus de restrictions en termes d'immigration. Ils, entre guillemets, ils rehaussent les standards des personnes qui souhaitent attirer. Quels sont quand même les secteurs d'activité porteurs sur Singapour et Hong Kong? On les a listés un petit peu, on a parlé de la finance, de la banque. Est-ce qu'il y a aussi d'autres secteurs qui attirent beaucoup d'expatriés talentueux, et je veux dire avec vraiment des diplômes et beaucoup d'expérience? Hong Kong, alors je me suis trompé sur les chiffres, Hong Kong c'est 5 millions,6 et puis Singapour c'est un peu plus de 7 millions. Hong Kong, ils ont 4 piliers essentiels au niveau de leur économie. C'est les services financiers, comme tu l'as indiqué, tout ce qui est finance and banking, tout ce qui est commerce logistique, c'est un port, le principal port, le premier centre offshore, donc c'est vraiment un centre de transit énorme. Donc, tout ce qui est export, logistique, supply chain, c'est important. Les services du tourisme également qui sont assez importants, tous les services qui sont associés au tourisme. L'immobilier, la construction, on est sur des territoires très petits, on essaye de gagner de la place de gagner sur la mer. Donc voilà, c'était des secteurs qui étaient très importants. On voit des nouveaux secteurs qui depuis quelques années sont vraiment en explosion, notamment à Hong Kong. Tout ce qui est l'industrie culturelle et tout ce qui est l'industrie créative également. Les services médicaux qui sont à la pointe également. L'éducation, l'innovation et tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui est contrôle et certification, compliance, toutes ces choses-là, et l'industrie environnementale. On en voit beaucoup de choses, on parle beaucoup de ces smart cities, aussi bien sur Singapour que sur Hong Kong. Donc voilà, il y avait 20 000 expatriés à Hong Kong sur un territoire aussi petit, c'est juste incroyable. 800 entreprises françaises. Alors, moi, j'ai essayé de demander au service du consulat de savoir effectivement au niveau de la crise sanitaire, est-ce qu'on avait des chiffres. C'est visiblement très difficile d'avoir des chiffres. Alors, je ne sais pas s'ils ne souhaitent pas communiquer ou tout simplement, ce n'est pas toujours très évident de savoir parce qu'il faut que la personne ait fait la démarche de s'inscrire au consulat pour savoir exactement la population française sur le territoire. En tout cas, c'est sûr qu'on sent qu'il y a quand même eu une évolution ces dernières années. Il y a eu ces grandes manifestations, il y a eu cette tension politique qu'il y a sur Hong Kong, qui était très présente, qui fait qu'il y a quand même, plus la crise sanitaire, beaucoup d'expatriés qui ont quand même quitté Hong Kong. Et je discutais récemment avec une personne qui a une grosse entreprise de relocation qui est basée en Malaisie et qui me disait que une grosse partie de leur chiffre d'affaires en 2020, ça a été des relocations d'expats de Hong Kong vers Singapour ou vers la Malaisie. Donc voilà, il y a quand même un mouvement. Après, bon voilà, pour avoir discuté avec aussi des interlocuteurs, et j'ai participé récemment à un webinaire de la Chambre de commerce organisé par la Chambre de commerce internationale en partenariat avec les chambres de commerce locales. Ils nous disent, attention, la situation elle est bien meilleure qu'elle n'y paraît. On a l'impression, vu de France, et je me rappelle à l'époque où il y avait les gilets jaunes, il y avait en même moment, il y avait les événements qu'on connaît à Hong Kong, et on avait un de nos candidats qui était parti. On avait organisé une conférence pour les candidats qui étaient intéressés par Hong Kong, et puis il nous disait, voilà, mais vous avez un miroir déformant, les manifestations là-bas, déjà nous on n'est jamais inquiétés. Quand les gens ils manifestent, ils ramassent les papiers en même temps, ça n'a rien à voir. Et puis moi j'aurais plus peur d'être à Paris que d'être à Hong Kong actuellement. Et bien là, la situation c'est un petit peu pareil aujourd'hui, aussi bien la crise sanitaire, toute cette tension qu'on peut sentir de la part de Pékin qui met vraiment la pression sur cette région administrative autonome, elle est
ça reste, quoi qu'il en soit, une place incontournable. Il y a beaucoup de personnes qui vont encore tenter leur chance, monter des entreprises du fait, on l'a dit, de la fiscalité et puis des facilités qui sont données. Et puis la loi de sécurité nationale qui a été mise en place par Pékin, elle vise aussi à sécuriser les marchés financiers. Donc voilà, quand tout est bien contrôlé, en général, les investisseurs sont là et puis il n'y a pas de défiance, en tout cas, à leur égard. Aujourd'hui, entre la crise sanitaire qui a bien été gérée, la campagne de vaccination qui a bien commencé, la loi de sécurité nationale, tout ça laisse penser qu'effectivement, Hong Kong est sur un trend assez positif. On parle de 8% de croissance, mais il y a quand même des petits indicateurs qui laissent à penser que ça ne sera pas comme avant. Il y a quand même Shenzhen qui se développe presque en face de Hong Kong et dont c'est la volonté de Pékin de développer ce centre d'affaires. Il y a une île qui est à côté du Vietnam, qui est l'île de d'Anan, c'est ça, je pense que c'est ça qu'on prononce, qui est une zone de duty-free énorme et qui, demain, peut-être concurrencera Hong Kong. Voilà. En tout cas, voilà, les profils recherchés aujourd'hui, par rapport à la question que tu posais, c'est des ingénieurs et des techniciens très expérimentés, des consultants, des personnels de tout ce qui est cabinet juridique, professionnel de la finance, tout ce qui est nouvelles technologies. Ça, on le retrouve dans tous les pays d'Asie du Sud-Est, mais bon, bien sûr, c'est très marqué des informaticiens, des développeurs, des web designers, des administrateurs systèmes. On a aussi des business développeurs qui travaillent dans tout le secteur du luxe, de l'agroalimentaire. On retrouve aussi un peu partout, mais des professionnels de la gastronomie, de l'art de vivre à la française. On trouve souvent des offres de cuisiniers, par exemple, de pâtissiers. On trouve ça pas mal. Voilà. Puis là, les nouvelles technologies, comme je disais. Ça, c'est vraiment Hong Kong. On aura quelque chose d'assez similaire sur Singapour, la finance, des data analytics, risk and compliance, voilà, des profils comme ça, des spécialistes de la finance. Dans l'industrie, il ne faut pas oublier que Singapour, lui, il a 4 piliers, Singapour. C'est l'industrie, c'est environ 18%, les services aux entreprises, environ 15%, tout ce qui est finance et assurance, 12%, et tout ce qui est commerce extérieur, supply chain, vente, une dizaine de pourcents également. Donc, l'industrie importante, beaucoup de postes d'ingénieurs, de techniciens hautement qualifiés. Le transport et la logistique, tout le personnel logistique, transport, achat, tout ce qui est informatique, des ingénieurs informatiques, assez classique, tout ce qui est développeur, web designer, et puis tout ce qui est en lien aussi avec la cybersécurité. C'est vraiment des postes cloud spécialistes, data scientist, data analyst. Voilà, il y a pas mal de postes encore. Moi, j'ai eu des candidats qui sont partis assez récemment, qui avaient ces profils-là, malgré les restrictions, malgré la situation sanitaire. En période normale, l'hôtellerie-restauration aussi, ça permet d'envoyer quand même des beaux profils français, des boulangers, des pâtissiers, des chefs cuisiniers, pareil qu'Hong Kong. Et puis le secteur du luxe également, qui est pas mal représenté à Singapour. Ok, mais c'est bien que tu nous as donné un peu l'aperçu de le potentiel et suivant un peu votre corps de métier actuel et votre expérience, si c'est potentiellement des pays que vous pouvez cibler ou en tout cas analyser pour savoir si ça peut vous correspondre. Est-ce qu'on peut maintenant parler un petit peu des pays émergents, on va dire, de ces petits outsiders qui commencent petit à petit à faire parler d'eux? Bien sûr, on n'est pas encore au niveau de Singapour et de Hong Kong, mais tout de même, il y a quand même au Vietnam notamment des secteurs d'activité qui sont très porteurs, notamment l'industrie manufacturière, si vous êtes dans la logistique, même dans la banque, ça change énormément. Donc il y a pas mal de postes comme ça, l'informatique aussi, qui attire beaucoup. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ces deux petits pays qui commencent de plus en plus à faire parler d'eux en termes d'expatriation? Le Vietnam, c'est ton domaine. Donc on va commencer par la Malaisie. Alors la Malaisie, on disait avant, il n'y a pas si longtemps que ça, on disait c'est la belle endormie. Pourquoi c'est la belle endormie, en tout cas pour les Français? C'est que c'était un territoire qui n'est pas forcément très connu. Voilà pour cette première partie de l'interview avec Bruno, donc sur les pays de Hong Kong, Singapour et l'opportunité qui se trouve en Asie du Sud-Est. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce en l'air ainsi qu'un commentaire sous la vidéo. Et puis pour suivre la deuxième partie de cette interview, je vous retrouve dans la barre de description. Je vous laisserai le lien pour accéder à cette deuxième partie de la vidéo. A tout de suite dans la deuxième partie.
down and I'ma get it right. Dead on sight like